Bienvenue mesdames et messieurs dans ces nouveaux numéros de cette émission. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir nombreux à regarder cette émission. Aujourd'hui, on revient encore pour évoquer l'actualité comme d'habitude. On va essayer de commenter la publication du calendrier électoral qui suscite déjà des réactions. Vous avez suivi le communiqué du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Demuzito qui rejette déjà ces calendriers de la CENI. On va essayer aussi de voir d'autres partis politiques pour savoir un peu ce qu'ils pensent de ces calendriers électoraux. C'est dimanche 4 décembre, la CENCO organise une marche pour exiger la restauration de la paix à travers toute la République démocratique du Congo, et la marche partira des différentes paroisses catholiques disséminées à travers le pays. Qu'est-ce que cette marche va-t-elle produire? On en parle au cours de cette émission. On va chuter avec la nomination au niveau de la territoriale. Félix Tshisekedi a nommé à travers l'ensemble du pays des administrateurs des territoires, des maires des villes, des maires adjoints. Et ici à Kinshasa, on a nommé 24 bourgmestres sur l'ensemble donc des communes qui composent la ville-province de Kinshasa. Pour évoquer toutes ces questions, je reçois sur ces plateaux Maître Jonathan Mbele. Il est cadre de l'AMUCA et il nous fait le plaisir de décortiquer ces différents sujets avec nous. Bonjour Maître. Bonjour cher Hervé, bonjour également à nos compatriotes qui nous suivent de partout à travers la République. Acceptez mes remerciements de l'invitation que vous nous avez adressée pour venir répondre, échanger avec les compatriotes congolais sur divers sujets d'actualité pour lesquels il faudrait mettre des avis et éventuellement des analyses pour que notre population puisse cerner la gouvernance actuelle et ses faiblesses et ses limites, surtout les gènes plutôt de la médiocrité qui va bientôt la caractériser nos administrations territoriales, et même nos villes et nos provinces. Comment allez-vous? Ça va, nous tenons depuis du fait qu'il y a deux compatriotes qui sont à ce moment dans des milieux pas très cordiaux. Là je vois le compatriote Kitenge Manganda, à qui j'adresse mes salutations et j'encourage, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, grâce à son incarcération, nous avons compris que les services de sécurité sont des tortionnaires, parce qu'il a avec lui les impacts et les signes de torture. Et nous confirmons également que c'est dans ces mêmes services où Momo Molapo a été également victime des actes de torture, et nous les encourageons à continuer ainsi, et tout en les rappelant que le mal ne demeurera pas toujours. La paix et la justice vont être réintégrées très bientôt. Moi, je pense au vieux Barnabé Milingagno à qui j'ai fait un clin d'œil spécial. Tenez bon vieux, incessamment vous allez quitter la prison. Oui, un grand compatriote, un bataillon de la vérité, un compatriote qui lutte pour un État véritablement de droit, un État pour lequel tous les Congolais retrouvent sa part et soumis à celle autorité de la loi, non au caprice d'une personne. J'aurais appris même que, de par sa posture actuelle, il est très éligible et très favorable à la grâce présidentielle. Mais pourquoi depuis son incarcération, il y a eu des ordonnances de grâce présidentielle, il n'a jamais été bénéficiaire? J'ai appris également que d'après les régimes pénitentiaires, lorsqu'un prévenu, un condamné est éprouvé, il a droit à 48 heures dehors. Ça veut dire 24 heures pour plairer et 24 heures pour enterrer. Mais lui, il n'a bénéficié que de 5 heures. Donc j'ai salué cette discrimination et que le régime Thibola Moulumba nous a donné. Thibola Moulumba, c'est quoi? Mais c'est les régimes qui nous gèrent actuellement, les régimes des tribalistes, les régimes qui vivent au rythme de la hanche, la danse et l'alcool. Nous les encourageons dans ça. Très bientôt, le peuple va se décider au travers des élections. Très bien. Félix Tshisekedi a nommé dans la territoriale, comme je le disais d'ailleurs à l'entame de cette émission. Mais moi, je préfère qu'on puisse se focaliser d'abord sur la ville-province de Kinshasa. 24 bourgmestres et leurs adjoints ont été nommés. On a fait partir comme ça des gens qui étaient pratiquement devenus des chefs coutumiers dans nos communes, notamment les messieurs de la commune de Kalamou, la dame qui était à Kassavubu. Bref, quelle lecture faites-vous de ces vagues de nominations? Vous savez, il y a un dicton français qui dit « Chassez les naturels et il vous revient au galop ». Et nous avons eu tous soif de voir un changement. Nous avons eu tous envie de voir du vent nouveau. Mais on ne fait pas, du vin avec des huiles très vieilles, en fait. Parce que la conservation va poser problème. Aujourd'hui, moi je l'ai dit toujours, les rêves communaux, comme le dit les députés de la rue, c'est les rêves qui doivent encadrer tout le monde. Exact. Mais ces rêves doivent être orientés conformément à la loi 2011 sur la libre administration du territoire et éventuellement la loi sur les ETD. Parce que cette loi-là
imprime une certaine directive qui peut être mieux comprise par les non-combattants. Par les non-combattants, parce que les combattants, ils ont avec eux les gènes de l'insulte, ils ont avec eux les gènes de la violence, ils ont avec eux les gènes de l'incompétence, ils ont avec eux les gènes de la mauvaise gouvernance. Alors que la question du redressement de nos communes relève d'une scientificité exagérée, pour ne pas dire d'une capacité nécessaire à avoir de ressources intellectuelles. Là, c'est un premier élément. Aujourd'hui, j'ai été heureux de voir que lorsque l'on nomme, on tient compte de la parité. C'est quand même bien parce qu'il y a 3 femmes, nous encourageons. Mais la question du background, la question de l'expérience de ces nouvellement nommés bourgmestres va poser problème. Parce que les anciens, c'est parce qu'ils étaient acclimatés à cette gouvernance-là qu'aujourd'hui, ils se sont sentis incapables de gérer. Ils ne faisaient que constater les dégâts. Mais le nouveau qui arrive, je prends le cas de la France par exemple, on vous dit, non, pour être, il faut commencer par être l'adjoint de quelqu'un. En étant adjoint, vous apprenez, et c'est pendant cet apprentissage-là, vous essayez de vous imprégner des rouages en fait, de l'administration communale. Mais c'est là qui viennent. Vous avez vu l'autre là qu'on a nommé, je ne sais pas si c'est à Kassavoub. Les premiers réflexes qu'il a, c'est de mettre de poudre. Vous comprenez un peu? Donc, au lieu de se remettre en cause, poser la question, est-ce que la commune ou au moins ils ont combien de quartiers? Il n'est pas le premier à le faire. On a vu des gens nommés ministres et faire également la même chose. Ce sont des gens qui ne pèsent pas le poids de la responsabilité. Etienne Tshisekedi, dit paix à son âme, disait être responsable n'est pas un privilège, mais plutôt une responsabilité. Et lorsque l'on le perçoit comme responsabilité, le premier des réflexes, c'est une remise en question. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux défendre cette signature qui m'a mis là? Est-ce que je peux? Vous poserez la question à tous ces bourgmestres. Connaissez-vous vos communes avant? Personne ne vous donnera des réponses. Ces communes-là ont quel défi? C'est des Quinois, ils vivent ici, ils comprennent au moins, ou ils savent déjà les défis auxquels la ville est confrontée. Il n'y a pas un Quinois qui maîtrise le 24 communes. Il n'y a pas un Quinois. Je ne connais pas. Même André Kimbuta, il ne connaît pas les 24. Je ne connais pas. En tout cas, un Quinois qui dira, ou avoir la prétention de dire que je connais les 24 communes, je n'en connais pas. Mais au moins, je sais qu'il y a des Quinois qui maîtrisent leur commune, qui maîtrisent leur coin et les défis auxquels sont confrontés leurs coins. Vous poserez la question à monsieur le député de la rue, les défis de Mongafula, il vous donnera ça par cœur. Parce qu'il connaît Mongafula, il connaît les défis de Mongafula. Mais aujourd'hui, posez la question à ces jeunes hommes qui, pour lui, pensent que la responsabilité doit être un privilège, un motif de joie, mettre de la poudre, combien de quartiers il a là-bas, il aura difficile. Il aura difficile. Est-ce que ces gens-là maîtrisent la loi sur les ZTD pour savoir quelles sont leurs compétences pour les exercer et les exiger? C'est ça la grande question. Donc aujourd'hui, j'ai salué, il y a plus d'une année, M. Gobil avait pris l'initiative de recycler ces bourgmestres. Ils ont été formés à l'INAFORGE. Nous encourageons. Mais c'est qui vient d'arriver. Pour quel résultat cette formation? J'arrive. Vous formez les gens qui gèrent depuis des dizaines d'années déjà. Vous comprenez un peu? Il ne sait même pas qu'il a les droits d'avoir les frais sur le pose des numéros de parcelles. Vous comprenez un peu? C'est une façon de gagner des fonds pour la commune. Mais ça, il ne sait pas. Parce qu'on lui a donné des prérogatives d'ordre financier dans la loi sur les ETD. Et moi, je pense que ces combattants qu'on nous a nommés là, je ne les vois pas être à la hauteur de l'action. Pourquoi? Parce que non seulement ils ne maîtrisent pas les rouages réels de ces communes, j'apprends qu'il y a un qu'on a nommé quelque part, mais qui s'est retrouvé encore au village et qui doit venir. Vous comprenez bien, il y a des sérieux problèmes. Il a été nommé où? J'ai vu ça sur la toile. Donc, les temps qu'il puisse venir, les temps qu'il puisse maîtriser les réalités de cette commune-là, il aura quoi à faire pour cette commune-là? Vous comprenez, il y a des sérieux problèmes. Moi, je pense qu'il y avait mieux à faire que nous prendre des gens qui, bien évidemment, n'ont pas les prérequis, les ressources nécessaires. Mais pourquoi êtes-vous dubitatif par rapport à ces différentes nominations? Je parle d'abord du choix. Le choix est très mal porté. Vous imaginez, on prend quelqu'un qui est encore au village, le temps qu'il arrive. C'est un problème, peut-être qu'il pourra arriver dans une semaine. Peut-être qu'il pourra arriver dans 2 semaines. Le temps de s'imprégner du coin, savoir les réalités du coin. C'est encore notre problème. Est-ce que ces gens savent que les communes ont avec eux les chefs des quartiers? Est-ce que ces gens savent la contribution nette des chefs des quartiers? Ils ne vont pas demander plus aux chefs des quartiers? Est-ce que ces gens savent qu'en réalité, ils ont le droit d'assainir leur quartier? C'est là, en fait, la réalité. Quelqu'un qui vient du village, il ne sait pas que chaque samedi, on a un salon. Vous comprenez un peu? Lui apprendre qu'il y aura un salon chaque samedi, ça va le surprendre. Mais je ne vois pas en quoi ces messieurs ou cette dame qui
viendrait du village va souffrir, d'autant plus qu'il y a déjà un gouverneur qui a déjà une vision bien établie. Il a un programme ou des programmes de gestion, notamment Kinbopeto. Je crois que l'erreur qu'ils ne doivent pas commettre, c'est d'entrer dans la vision de Ngobila, qui est une vision dangereuse, parce qu'elle n'est pas soutenue. C'est un discours, en fait. Ngobila vous parle de Kinshasa Bopeto, posez la question, qu'est-ce que tu feras dans le volet infrastructure de Kinshasa Bopeto? Il ne vous dira rien. Kinshasa Bopeto, volet célébrité, il fera quoi? Il ne vous dira rien. Kinshasa Bopeto, volet environnemental, il fera quoi? Il ne vous dira rien. Et entrer dans cette vision-là, alors que la vision, de manière générale, est de portée générale pour toutes les 24 communes. Mais comment trouver la sectorisation de votre commune par rapport à cette vision-là? C'est en fait ça la grande question. Je suis dans Kinshasa Bopeto. Qu'est-ce que Kinshasa Bopeto fait pour la commune de Selimbao? Qu'est-ce que Kinshasa Bopeto fait pour la commune de Makala? Alors qu'il y a la loi sur les ETD, qui notamment parle de la question de la libre administration du territoire. Très bien. Et des entités. Mais dans cette libre administration, on donne des prérogatives au bourgmestre, qui est propre à lui. C'est lui qui collecte les taxes. Mais comment il les affecte? Je fais ça la question. Voilà pourquoi moi j'ai posé la question du casting d'abord. On choisit des combattants, oui, il faut récompenser. Mais il faut prendre des combattants. Ce n'est pas tous les combattants qui ont été nommés. Vous avez vu les très célèbres combattants Jules Mounier en train de se plaindre, en train de se lamenter pratiquement. Il est célèbre en quoi? Parce qu'il incite les gens. Ne l'appelez pas célèbre. Parce qu'il incite nos femmes, nos mœurs, c'est pourquoi vous l'appelez célèbre. En fait, la spécialité de ces gens, c'est la bêtise, en fait. Et ils ne respectent personne. Vous avez même vu les jeunes qu'ils ont envoyés dans une des institutions d'appui à la démocratie, là, parce qu'il a insulté dans le passé, on l'envoie là-bas. De qui parlez-vous? C'est lui qui a comparé l'ancien président de la République à je ne sais quoi, là. Est-ce que dans des états sérieux, il pouvait être là? Quelqu'un qui insulte un père de famille, en fait. Est-ce qu'il pouvait être là? Non. Mais parce que c'est Tibola Moulumbaï, on dit vas-y. Vas-y. Et arrivé là-bas, vous ne pensez pas qu'il va vous insulter, vous, demain? Il s'est dit être journaliste. Dans les journalistes, j'ai appris, moi, qu'il y a les principes de la solidarité. Mais il a demandé à ce qu'on arrête les journalistes. Vous imaginez? Est-ce qu'on est sérieux avec nous-mêmes? Donc moi, je pense que les combattants, ils sont bons pour leur combativité. Mais dans la gouvernance, non. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le pays est dans la rue parce que c'est les combattants dans la gestion. Le pays est dans la rue. Qui nous respecte? Qui nous respecte? Nous crions, nous plairons, nous demandons, nous supplions qu'on nous vienne en aide. Avez-vous déjà vu un pays de l'Union européenne condamner fermement les Rwandais? Nous allons arriver là, bien sûr. Donc, aujourd'hui, grâce aux combattants, nous n'avons plus de valeur. Mais je reviens à la thématique. Il est bon de nommer, de promouvoir, surtout la jeunesse, comme beaucoup l'écrit. Mais une jeunesse sans expérience, une jeunesse sans prérequis, c'est un danger. C'est un danger réel. C'est un danger réel. Pourquoi? Parce que la jeunesse doit avoir des prérequis. Des prérequis, premièrement, la moralité. Et vous n'allez pas me dire que ces jeunes gens-là l'ont appris quelque part. Non, parce que nous voyons ce que la gouvernance actuelle nous offre comme spectacle dans les médias. Donc moi, je pense que nous avons tous souhaité voir ces changements. Mais une fois de plus, nous sommes passés à côté. Parce que le choix n'a pas été, à mon humble avis, proportionnel aux défis de nos communes. Aux défis de nos communes. Vous avez une commune, par exemple, qui a comme un notable Levé Sayo. Je prends les cas. Et vous l'amenez un jeune homme de 27 ans ou 28 ans, fraîchement venu de l'université. Et il se retrouve avec une commune qui a 56 quartiers. C'est imaginable. Attendez, mais moi, personnellement, je ne vois pas le drame dans tout ça. Non. On a eu dans ces pays un président de la République âgé de 29 ans. Aucune expérience, jamais dans la gestion, mais il est resté là pendant 18 ans. Il s'est fait conseiller de qui? Je fais ça la question. En fait, vous prenez les partis sans prendre l'entièreté. Vous avez quelqu'un comme sénateur Kakouji, paix à son âme. Un type extrêmement intelligent. Mais qu'est-ce qui vous dit que ces jeunes n'iront pas aussi chercher des gens expérimentés pour mettre autour d'eux? Non, la gouvernance actuelle cherche des coopérants. N'avez-vous pas appris qu'il y a un conseiller qui demande des rétrocommissions? Il semblerait qu'il est devant les juges. Ils n'ont rien à faire des valeurs. Ils n'ont rien à faire de crèmes intellectuelles. Et c'est l'argent.
Et c'est les lucres. Et c'est les lucres. Vous imaginez quelqu'un qui est promu à une fonction où la responsabilité est grande. La ville inonde. Vous devez tout faire pour que votre commune n'inonde pas. Mais le premier réflexe que vous avez, c'est la poudre. Peut-être qu'après, c'était Kimbuta ou Nyangwe. Et vous allez me dire que ce type-là aura le temps de rester au bureau, réfléchir sur un rêve communal idéal. J'ai dit non. Et par là... Je venais de vous dire tantôt ici qu'il y a un gouverneur déjà en place avec une vision, avec un programme de gestion de la ville. Les mal, c'est quoi? Ces programmes-là n'est pas soutenu. Je vous ai donné un cas ici. Qui sait peut-être voler infrastructure? Qu'est fait Messingobila? Il fera quoi? La preuve, c'est qu'il a promis. Il a été épaulé par Kinzero Trou, du Premier ministre. Vous voulez qu'on entre là-bas encore? Pour les futurs prisonniers, parce que c'est lui qu'on va arrêter bientôt. Là, oh, comment ça? Pour avoir fait quoi? N'avez-vous pas appris qu'on peut maintenant juger le Premier ministre après l'exercice de la fonction? Le premier de tous, c'est M. Est-ce que Samuel Kone serait proche de quelque chose? Retenez mon message. Très bien. Il fera face au juge très bientôt. Et ce sera beaucoup plus hasardeux pour eux de penser travailler sous l'ombre de M. Ngobila. Parce que déjà, de par la vision... C'est lui le patron de la ville. Les patrons de la ville, mais qui doivent travailler sous son leadership, sous sa vision. Non, travailler sous le leadership. Sous son programme. Non, ça risque d'être compliqué pour nos provinces. Parce que dans son programme-là, on ne retrouve pas l'action de désengorgement, par exemple, de nos caniveaux. Qui, du reste, doit relever d'abord de la responsabilité des communes. Qui doit, à travers ses services d'assainissement, assainir les coins et recoins de communes. Très bien. Et particulièrement les caniveaux pour permettre l'accès facile aux eaux. Et deuxièmement, si et seulement si M. Ngobila avait un rêve pour les communes, il penserait d'abord aux questions de plan d'aménagement de la ville. Est-ce que ce plan d'aménagement est commun dans la situation actuelle? Jadis, lorsque le colon partait, il nous laissait avec plus de 115 égouts pour l'ensemble de la République, qui étaient les voies secondaires pour des canalisations d'eau. Mais aujourd'hui, ces égouts se retrouvent où? Il y a des maisons dessus. Aujourd'hui, la question de construction, qui les suit de près? Les gens sont même en train de construire sur les caniveaux, sur 2 égouts, sans que l'État n'agisse. Donc moi, je pense que la meilleure situation pour nous serait de voir des bourgmestres nommés en tenant compte d'abord de leur profil et d'aider à nommer ceux qui habitent des coins, qui du reste maîtrisent les réalités de leur coin. Ceux qui ont été nommés n'ont pas le profil pour gérer nos différentes communes? Moi, je ne pense pas. Je pense pas. Et je ne pense pas qu'ils ont également les ressources nécessaires pour gérer ces communes. Je ne pense pas. C'est la question que j'allais vous poser d'ailleurs. Beaucoup de défis attendent ces nouveaux bourgmestres. Vous savez, l'état dans lequel se trouve la ville de Kinshasa. Est-ce qu'ils auront les moyens de leur politique? C'est également là le problème. Quelles sont les rétrocessions que la ville rétrocède aux communes? Est-ce que l'opération 10 000 $, c'est toujours en marche? C'est déjà là la question. Est-ce qu'avec 10 000 $ pour des quartiers avec grande et immensité, c'est possible? Je prends le cas de la commune telle que Kimbanseke. Voilà. Très vaste. Maluku. 10 000 $ ne fera même pas 4 jours. S'il faut seulement parler de l'assainissement des acteurs. Et M. Ngobila qui doit porter une vision pour les coins et recoins de la ville, devait également nous parler de la question des moyens pour incinérer et déposer. C'est ça la grande question. Quelles sont les décharges de la ville aujourd'hui? La ville a combien de décharges? La ville a combien d'incinérateurs? Voilà pourquoi aujourd'hui, vous remarquez que même si l'on débouche ou on cure nos caniveaux, on retrouve les inondés en train d'errer dans la nature. Parce que l'État n'est pas assez responsable. Il n'y a pas assez de voies ou des décharges publiques pour aller déposer. Toutes les décharges publiques jadis laissées par les régimes Kimbuta sont transformées à ce jour en station essence. En station essence. Et qu'est-ce que nous héritons de toutes ces transformations-là? C'est la médiocrité dans la gestion. Voilà pourquoi nous inondons, voilà pourquoi nous perdons nos biens. Parce que l'État ne prend pas des précautions ou ne prend pas des mesures idoines pour nous ramener la paix. La paix au travers de la salubrité. On peut espérer quelque chose par rapport à ces nouveaux patrons de nos communes. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose? Avec un profil qui n'est pas adéquat, sans moyens et ressources, ça sera difficile. Ça sera difficile parce que pour mieux gérer une commune, il faut d'abord avoir les ressources.
Il faut ensuite maîtriser le lieu. Et puis troisièmement, avoir des ressources pour ça. Il faut déjà avoir des ressources pour ça. Quels sont les moyens qu'ils ont? Quels sont les moyens qu'ils ont? Pose la question aujourd'hui, quelles sont ces communes-là qui sont en mesure d'offrir des 4x4 à la police pour la patrouille? C'est d'abord ça. Et ensuite, quelles sont ces communes-là qui possèdent des véhicules pour prendre les déchets non lisses qui iraient de nos caniveaux? Mais il y a aussi un autre... Troisièmement, quelles sont ces communes-là qui aujourd'hui possèdent un numéro vert? Les communes, les numéros verts pour alerter en cas de danger, en cas de coup, là. C'est ça le grand problème. Il y a aussi un aspect qui passe généralement inaperçu, mais c'est assez curieux de comprendre aujourd'hui que nos communes génèrent aussi des recettes. Mais on ne sait pas où se dirigent tous ces fonds. Voilà. Les taxes qu'on prend tous les jours au marché, qu'on sort, les mariages qu'on organise dans nos maisons communales, mais tous ces fonds vont où? Vous limitez aux taxes et puis au mariage. Il y a également des actes que nous payons. Les actes de naissance, les actes de décès. Les bonnes vieux mœurs, nous payons ces actes-là. Mais tous ces Mais lorsque fonds nous payons ces actes-là, qui canalise ces fonds-là? Donnez-moi le nom d'une commune qui délivre la quittance pour les actes. Et on les paye où? Si généralement, les tiennent des Maboko Bank. Combien verse-t-il dans les trésors publics déjà? Et s'il les verse, c'est au profit de quelle institution? Est-ce les gouvernements? Est-ce le ministère de l'Intérieur? Est-ce le ministère des Finances? Qui prend ou prélève ces montants-là? Et lorsqu'il les prend, il les rend compte à qui? Qui contrôle d'abord tous ces paiements? Voilà. Et quelles sont les modalités de répartition de tous ces fonds? Parce que nous savons qu'il y a des communes qui génèrent plus et des communes qui génèrent moins. Et pour les communes qui génèrent plus, qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Et les communes qui génèrent moins, qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Parce que déjà, ils génèrent moins. Et ils sont complexes. Voilà. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une histoire qu'on doit donner aux combattants. Non. On doit donner aux personnes qui seront à même de relever ces défis. Parce que nos communes sont mortes. Ça, il faut le dire. Alors, que faire aujourd'hui pour rétablir l'ordre dans nos communes? Il y a des érosions partout, il y a de la salubrité, plutôt de l'insalubrité, il y a, bref, tout ce qu'il y a comme Koulouna et consort. Que faire aujourd'hui pour faire respirer encore de nouveau nos communes? La solution passe par 4 étapes. Premièrement, appliquer effectivement la loi de 2011 sur les ETD. Il faut l'appliquer. Deuxièmement, il faut mettre des enfants en maison, si on peut le dire comme ça, des bourgmestres qui connaissent les coins, pas ceux qui doivent venir pour rejoindre leur poste d'affectation, non. Troisièmement, tenir compte du profil de tout un chacun. Il s'agit là de défis énormes. Vous imaginez que lors de cérémonies, les bourgmestres doivent parler. Mais si le profil lui met en difficulté de parler, vous mettez en défi l'avenir de toutes les cérémonies qui lui, il est censé présider. Quatrièmement, c'est la question d'une politique générale imprimée par quelqu'un. Qu'est-ce que les sommets impriment comme politique pour nos communes? Pour nos communes. On vous a parlé des territoires, mais qu'est-ce qu'ils font déjà pour les territoires? Et s'il faut descendre aux communes, qu'est-ce qu'ils font ensuite pour les communes? Donc vous comprenez qu'il y a vraiment des étapes à franchir. Et ces étapes-là, seule une meilleure gouvernance peut les franchir. Très bien, on prend le deuxième point de l'émission, c'est la publication du calendrier électoral. C'était le week-end dernier. Denis Kadima a clos les débats par rapport à la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Plutôt le calendrier est là. Il y aura élection le 20 décembre 2023, un mardi. Je sais que ça suscite déjà beaucoup de débats. Pendant ces temps, c'est Nouvel Élan et Adolphe Mouzito qui rejettent ces calendriers. D'une manière générale, quelle lecture avez-vous faite d'abord d'entrée de jeu de ces calendriers? Vous savez, M. Nanga Junior ne cesse de nous étonner dans son... M. Nanga Junior, c'est qui? Bien évidemment, celui qui gère la CENI, il les gère au modèle Nanga. Il s'appelle Denis Kadima. Moi, je trouve sa gouvernance avec beaucoup d'acquaintance qui est Nanga. Voilà pourquoi j'appelle Nanga Junior. Donc, M. Nanga Junior oublie que la question des élections, c'est une question de souveraineté d'abord. C'est une question essentiellement liée au parti et à tous ceux qui vont y concourir. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Et j'attends des réponses. Qu'on me donne cet État-là qui a organisé les élections un mercredi, un jour ouvrable de la semaine, premièrement. Deuxièmement, comme dans l'IDPS, on ne respecte pas la Constitution, on a décidé également d'exclure certains compatriotes. Kadima n'est pas des l'UDPS. Là, c'est vous qui le dites. Hein.
Il ne l'a jamais démenti. Monsieur Moleka, que je salue d'ailleurs, le plus méritant de DIRCAP du fait Étienne Tshisekedi, nous a dit qu'il a connu Kadima comme membre du DPS Afrique du Sud. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nul IDPS, ni lui-même ne l'a démenti. Donc, il est IDPS. Ça, nous le gardons comme tel. Le débat est clos parce que lui-même ne contredit pas. Monsieur Nanga Junior doit savoir... Monsieur Denis Kadima, c'est ça son nom? Bon, si vous pensez qu'on doit l'appeler ainsi, oui, mais moi je pense qu'il gère à la même manière de Nanga, je l'appelle Nanga Junior. Dans sa gestion, il oublie que les élections sont généralement organisées les jours non ouvrables pour permettre à tout le monde d'aller voter. D'abord la raison, parce qu'un jour ouvrable, tout le monde est censé regagner son poste pour travailler en vue de gagner pour sa famille. Qui acceptera de ne pas aller au boulot pour aller voter? À la suite, il perd ses boulots pour aller voter. Vous comprenez déjà que c'est un problème. Nous avons l'habitude de voter soit un samedi, soit un dimanche. Généralement, c'est les dimanches. Pour que le lundi, les gens reprennent les services. Exact. Là, c'est de 1. De 2. Mais sinon, la Junior oublie également que la question des élections, c'est une question nationale. Il décide de faire les essais-erreurs avec les élections. Il vous dit que certains Congolais de l'étranger auront le droit de vote. Qui sont ces certains Congolais qui ont plus de droits que d'autres Congolais qui se retrouvent à l'étranger qui ne voteront pas? C'est juste ça la question. De 2. Il a aujourd'hui prouvé que les Congolais vivant à l'étranger, pour certains pays, beaucoup sont en situation irrégulière. Et leur mouvement est canalisé. Donc, vous allez, vous, organiser les élections là-bas pour vous retrouver à l'échelle de 10%, 2% celles viennent voter. Alors qu'il y a des États, au niveau européen également, où certains Congolais, en majorité, sont en situation régulière. Je prends les cas des États-Unis d'Amérique. Beaucoup des Congolais là-bas sont en situation régulière. Mais ils ne sont pas répertoriés. Je prends le cas du Maroc. Beaucoup des Congolais se trouvant là-bas sont en situation régulière, surtout les étudiants. Et ils ne voteront pas parce que M. Nanga a choisi ses anciens copains, les pays de ses anciens camarades pour aller voter. Donc déjà, il imprime la discrimination pour nous contraindre et dire que voilà, il y a eu un faible taux de participation. Et à l'échelle de ces faibles taux de participation, M. Mboumatondo, je ne sais quoi, c'est bien très dit. Donc moi, je pense que ces calendriers, nous l'avons tous entendu, nous avons tous besoin de l'avoir, mais au format tel qu'est présenté par M. Nanga Junior, n'inspire pas confiance. Et en attendant que ma plateforme politique... Alors, quel est le format qui va vous inspirer confiance? Voilà. Si l'actuel n'est... Nous l'avons dit, ne vous rassure pas. Nous le disons encore. Les élections, c'est nous les parties prenantes. Mais il y a un cadre de concertation qui a été mis en place. Vous parlez, c'est ni parti politique. Vous parlez d'un parlement debout? Non, ce n'est pas un parlement debout. Il y a un cadre de concertation qui se tient entre la CENI et les partis politiques. Vous savez... Moi, je l'ai couvert d'ailleurs dernièrement. Vous savez, lorsque l'on parle de concertation, on voit d'abord le mot échange qui sort là. On se concerte sur un point. C'est ce qui s'est fait. J'arrive. À la dernière, je n'ai pas été là, mais j'ai suivi. Il y a des recommandations qui lui ont été faites. Est-ce qu'il en a tenu parole? On a par exemple posé la question de la cartographie. Est-ce qu'il a répondu à ces préalables? Il vient, il vous narre la question de l'enrôlement par téléphone. Il faut poser la question à M. Nanga. C'est une nouveauté. Il faut poser la question à M. Nanga Junior. C'est de la modernisation. Il faut poser la question à M. Nanga Junior. Ne sait-il pas qu'il y a de ces coins et recoins de la ville où il n'y a pas d'antenne et il n'y a pas de téléphone? Il ne le sait pas. Il dit que l'application va être non payante. Est-ce que tous nos téléphones sont à même d'entrer les applications? Je vous prends le petit téléphone qu'on appelle téléphone à touche, qui pour sa capacité interne, c'est 5 MB. Il prend déjà 3 pour les répertoires pour conserver nos numéros. Il prend 2 pour les fonctions et opérationnalités, calculatrice, horloge et tout ce qui vient avec, batterie. Quelle est la capacité qui lui permettra de gérer une application à l'intérieur? Et même s'il faut envoyer l'application ou encore le message qu'on va envoyer, il va peser. On va commencer par l'identification, votre nom, votre post-nom, votre date de naissance et celui de parents, pour finir dans vos adresses et tout ce qui vient avec. Donc déjà, il va dans les tâtonnements pour nous amener vers les élections bâclées. Et il dit encore que les enrôlements ne prendront qu'un seul mois. Nous sommes d'accord.
Mais c'est un seul mois-là. Les lundis, ils ne travailleront pas. Donc en réalité, on perd le 1 mois, on se retrouve avec 28 ou 27 jours. Donc vous comprenez que ce monsieur, en réalité, il n'est même pas sûr de ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi je l'ai dit et je le redis encore. Je vous ai dit et je pense, à mon humble avis, que M. Nanga Junior incarne également la menace pour 2023. Parce que son amateurisme et son non-savoir-faire nous prouvent qu'en réalité, nous n'aurons pas à avoir des élections véritablement démocratiques et apaisées telles que nous le souhaitons. Les calendriers, en réalité, il faut dire aussi qu'il est le seul à avoir publié les calendriers 1 année et 2 mois avant. Tous ses prédécesseurs l'ont fait plus d'1 année et 6 mois avant. Tous ses prédécesseurs l'ont fait plus d'1 année et 6 mois avant. Il est le seul qui aujourd'hui incarne les calendriers 1 mois, publie les calendriers 1 mois et 1 année, 2 mois et 1 année avant. Contrairement à ses prédécesseurs. Est-ce que le problème c'est le calendrier ou c'est le timing? Je vous ai relevé 3 problèmes de ces calendriers. Il y en a plusieurs comme ça. Il y en a plusieurs. L'enrôlement qui pose déjà un sérieux problème avec la durée, on l'a toujours fait pendant 3 mois. Mais avec lui, on le fera dans 1 mois. Et moi, parce qu'il y a modernisation. Non. Il y a ces histoires d'applications sur téléphone. Mais vous allez me dire qu'à Bukongo, il y a tout le monde en Android. Ceux qui n'auront pas la possibilité de se faire enrôler par téléphone. Vous allez me dire qu'à Bukongo, il y a tout le monde en Android. Mais ceux qui n'ont pas de téléphone Android, ils peuvent se déplacer dans des... Et le tout se fera dans 1 mois. Dans des bureaux d'enrôlement. Le tout se fera dans 1 mois. Qu'est-ce qui vous prouve que la personne qui s'est identifiée, c'est réellement lui? Parce que les connus, par exemple, ne prennent pas des photos. Vous comprenez qu'il y a des problèmes. On évolue encore. Il vous dit qu'il organise des élections. On va servir de l'empreinte digitale. Vous imaginez un peu. Il peut s'identifier avec un autre visage et là, en présentiel, il envoie une autre personne. Et ça passe. Non, mais on va prélever l'empreinte digitale. Dans les téléphones. Vous comprenez qu'il y a été modernisé. Non, mais mon téléphone, oui, il peut prendre l'empreinte digitale. Mais le téléphone de mon frère, c'est Toba Bukongo qui est là. Vous comprenez un peu? C'est un problème. Et aujourd'hui, il dit que nous allons voter un mercredi. Pour que les jeudis, j'aille au boulot. Les mercredis, je rate le boulot. Ou on va déclarer ces mercredis la férié. Vous comprenez qu'il y a des soucis. C'est pourquoi je me dis, mais est-ce que ces messieurs savent ce qu'ils ont en train de faire? Donc nous pensons, moi personnellement, je pense que ces calendriers, autant que les contraintes qu'il a soulevées, méritent une révisitation. Voilà pourquoi nous l'avons dit, et je l'ai redit encore, il était très souhaitable que ces calendriers soient faits en concertation avec les parties prenantes. Déjà, il ne sait pas que le mercredi, c'est un jour ouvrable. Peut-être que nous aurons dit avoir la possibilité de lui dire ça. Monsieur Nanga Junior, le mercredi, c'est un jour ouvrable. On n'a jamais voté un mercredi. Amène le dimanche. Peut-être qu'il ne connaît pas, peut-être qu'il est ignorant de ça. Comment ça, quelqu'un qui a travaillé plusieurs fois dans des commissions électorales à travers l'Afrique. Récemment, il a été, comment on appelle encore ces pays? Au Lesotho, je pense. Qui a été témoin? Comme observateur. Quand on est là pour accompagner une délégation. Non, il a été comme observateur. Est-ce que vous savez que dans une des Guinées, M. Matata Ponn également a été là? Comme observateur de l'Union africaine. Et dans sa suite, il avait des gens, non? Ces gens-là vont prétendument après dire qu'ils ont été là? Non. Donnez-moi 2 ou 3 personnes qui témoigneront, oui, nous avons été là et lui, c'était lui, l'organisateur de l'élection. Moi, je témoigne pour lui. Vous voyez un État souverain, qui invite un étranger pour venir organiser des élections pour lui. C'est pas sérieux. Non, il a été observateur. Voilà. Dans ses observations, il pose quel acte? Il constate ce qu'il a déjà fait. Et puis il a fait rapport. Mais si nous parlons de l'organisation, où vous devez vous être active, poser des décisions, prendre des options. Un observateur, il ne vient pas dire au président de votre reporte les délais. Non. Très bien. Il l'observe simplement. Donc moi, je pense que M. Nanga Junior, sincèrement, c'est la mauvaise carte en fait. C'est la mauvaise carte pour ces élections. Très bien. Alors, au-delà du calendrier, il y a également des contraintes soulevées par Denis Kadima et l'ensemble du bureau de la CENI, notamment des contraintes sécuritaires, logistiques, sanitaires, financières. Pensez-vous que tous ces éléments réunis peuvent constituer un obstacle à la tenue des élections dans le délai? Vous savez, c'est pourquoi je l'ai dit, ce monsieur devait en réalité appeler le parti prenante et les gouvernements de la République pour qu'on échange sur cette question des calendriers. Parce que lui doit produire les tableaux de bord, comme on l'appelle. Les gouvernements de la République doivent mettre de moyens. Et les parties prenantes doivent adhérer en invitant évidemment les contre-propositions. Exact. S'il nous parle des contraintes liées à la logistique, il veut nous dire en clair que la gouvernance est incapable.
J'ai salué encore la MONUSCO qui est encore là. Parce que s'il était parti, je ne sais même pas ce qu'on allait dire. Comme la MONUSCO est encore là, je suis sûr qu'on utilisera sa logistique. Mais lorsque la gouvernance n'est même pas en mesure de mettre la logistique pour la CENI, ça me dit qu'il y a un souci. Le souci, c'est cette manque de volonté. C'est cette manque de volonté de ne pas amener les compatriotes vers les élections. Là, c'est le premier point. Deuxième point, les contraintes d'ordre sécuritaire. Il y a la guerre à l'Est, il y a un conflit intercommunautaire un peu Monsieur partout. Monsieur Nang devait savoir également que là encore, c'est dans la responsabilité de l'État de pacifier le pays. Oui, mais si vous lisez bien ces documents, ils s'adressent au gouvernement. Est-ce qu'il devait s'adresser au gouvernement dans une déclaration ou il devait s'adresser au gouvernement pendant... Il a élaboré un calendrier et en annexe, il a établi également les différentes contraintes. Je suis très d'accord avec vous. Acceptez aussi qu'il n'a pas posé les très bons jalons. En le posant, il devait d'abord, avant la publication de ces calendriers, inviter l'État. En affirmant que l'État n'est pas en mesure de mettre une bonne logistique, par exemple. Et si aujourd'hui l'État sort quelqu'un qui dit, voilà, nous sommes en mesure, on le traiterait de menteur. C'est déjà le problème. En disant que l'État doit pacifier. Et si l'État dit, mais je ne serai pas en mesure, on dira, pourquoi tu ne nous as pas consulté avant? C'est là tout le problème. En réalité, ces calendriers devaient faire l'objet d'un débat d'abord entre le parti prenant et la CENI. Vous savez, là, on parle de la première institution d'après la démocratie. Volonté de Constitution, article 211. C'est la CENI qui doit nous amener vers 2 élections. Mais nous savons que la CENI ne peut pas aller seule. Il a besoin de bras et de jambes. Il a même besoin de la tête pour réfléchir aussi. Et son bras, c'est éventuellement le parti prenant. La tête, les cœurs, c'est la gouvernance. Mais si la gouvernance ne rassure pas en amont, pourquoi nous proposer un calendrier hasardeux, s'il faut l'appeler comme ça? Je sais qu'en le publiant, ils disent, voilà, on va observer ceux qui veulent les élections ou pas. Nous voulons des élections. Nous nous préparons depuis pour ça. Le président Martin fait plusieurs tournées de redynamisation de la plateforme de la Mouka pour les élections. Lui également, il s'oppose à l'actuel bureau de la CENI. J'arrive. C'est aussi un problème. Nous, les souhaits pour nous, c'était d'obtenir d'abord les consensus. Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, vous narrez qu'il y a les représentants de l'opposition à la CENI. Moi, je n'en crois pas. Ils y sont. Parce que j'ai vu quelqu'un être radié d'un parti politique. J'ai vu quelqu'un aller de son propre gré vers la CENI. Alors que la loi impose la désignation par les partis prenants. Vous allez me donner la note du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement ou de la MOUCA qui désigne M. Ditou Mouniz à la CENI. J'en trouve pas, j'en connais pas. Vous allez me donner les noms de celui qui a signé la lettre de désignation pour les codes de M. le vice-président qui est jadis du FCC. J'ai dit non. Le premier ou les... Le premier vice-président. Parce que les premiers et les deuxièmes sont issus du FCC. C'est fait ça la question. Donc vous allez vite comprendre qu'en réalité, ces gens-là, ils sont là de leur propre chef. Et considérant le fait qu'ils sont censés porter la voix de l'opposition, bien qu'arrivés là-bas, ils coupent tout cordon, nous disons qu'ils ne sont pas nôtres. Ils ne proviennent pas de nous. La meilleure des situations, c'est de revenir sur la question de leur choix. Et c'est le consensus que nous voulons tous obtenir. Troisième contrainte, c'est la guerre. Oui, nous avons eu organisé des élections ici sous les crépitements de balles. 2018 en est la preuve. Beni Boutembo. Ils n'ont pas voté. Yumbi. Ils n'ont pas voté. Mais ils s'y mis aujourd'hui. Voulez-vous qu'on réparte encore sur cette même base? Ce n'est pas les souhaits. Ce n'est pas les souhaits. Mais il ne faudrait pas qu'on nous les vende en premier. Parce que même pour les deuxièmes contraintes, là, dans le même lot, la question de la Covid, la deuxième contrainte plutôt. Covid et puis quelques épidémies. Il faut poser la question. Sous la Covid, plus de 6 États africains ont organisé les élections, plus de 6. La Côte d'Ivoire, le Congo-Brazza. Et même la plus démocratique de tous ces États, c'est les États-Unis qui veulent organiser des élections à mi-mandat. Ils les ont organisées. Donc vous comprenez qu'il y a un souci. Les soucis, c'est la volonté qui n'est pas là de la part de la gouvernance actuelle. Ils ne veulent pas avoir les élections. Ils ne veulent pas partir. Mais nous disons,
2023, c'est la ligne rouge. Attendez, mais Félix Tshisekedi s'est déjà déclaré candidat à sa propre succession. Avec quel but? Et vous pensez que un monsieur pareil a peur des élections? Par contre, la peur, c'est dans les camps de l'opposition. Non. Qui contestent déjà le calendrier électoral. C'est le cas de l'ancien Premier ministre, Muzito. Vous savez, même si on mettait les plus impolis de tous là, comment on l'appelle, tu as cité son nom au début là, les combattants qui insultent souvent nos mamans là, j'oublie son nom, Monsieur Jules, même si on le mettait face à M. Antoine, il les battra. M. Antoine n'a pas de bilan. M. Antoine n'a pas été capable de gérer cette nation. M. Antoine n'a pas soulagé la misère de Congolais. Et qui est ce Congolais qui donnera un suffrage à un monsieur qui n'a pas été en même de gérer? Vous comprenez qu'il y a un souci. Donc nous pensons que la meilleure de solutions, ou la meilleure de position à prendre aujourd'hui, c'est d'aller aux élections. Mais nous n'allons pas aux élections sous les coups de l'impréparation et des essais-erreurs. On n'essaye pas sur l'avenir d'une nation. Soit on connaît, soit on ne connaît pas. Alors, je reviens encore sur la contestation. Je le disais déjà ici, Nouvel Élan et Adolphe Muzito rejettent le calendrier électoral publié par la CENI. Parce qu'il est trop irréaliste. Sûrement, dans les jours qui viennent, d'autres partis politiques de l'opposition aussi vont emboîter les pas à Muzito. Est-ce que ce n'est pas une brèche que vous allez ouvrir comme ça, Félix Tshisekedi, pour vous convoquer des nouveaux autour d'une table? C'est partager des nouveaux postes comme vous aimez bien le faire. Et puis, on va aller comme ça, une transition d'une année, 2 ans. Je le dis toujours, je suis cadre de la MOCA. Si tout le monde ira sur une même table avec M. Antoine, moi, Jonathan, je n'irai pas. Je le dis encore, si tout le monde. Mais les informations que j'ai, après échange avec mes autorités et mes camarades, nous pensons ne pas être prêts pour aller prêter main forte à M. Antoine. On aurait appris par le canal de Joseph Olengakoui que Martin Fayoulou était prêt, ou serait prêt, j'utilise les conditionnels parce que Fayoulou lui-même ne s'est pas prononcé, Fayoulou serait prêt à rencontrer Félix Tshisekedi. Pour les questions sécuritaires, ça vous n'ajouterez jamais. Pour les questions sécuritaires, parce qu'il s'agit là de la vie de nos compatriotes. C'est toujours comme ça, on se cache toujours non, vous savez, sur des concepts et puis après on va négocier autre chose. Vous savez, la gouvernance actuelle nous a montré ses limites en fait. Lorsque nous crions à son temps qu'il faut demander à M. Karega des partis, ils n'ont pas voulu écouter. Nous avons perdu David Kalala, nous avons perdu Mumbere aussi à cause de ça. Lorsque nous disons à son temps qu'il faille auditer l'armée, ils n'ont pas fait. Lorsque nous disons à son temps qu'il fallait rompre tous les accords secrets et mystiques conclus avec le Rwanda, personne ne nous a écoutés. Et aujourd'hui, on s'est dit, en lieu place de voir les sons de nos électeurs, de nos femmes, de nos mères, de nos enfants, de nos sœurs coulées, nous pensons mettre sur papier tout ce que nous avons pu produire grâce à nos ressources intellectuelles comme proposition et le lui donner. Et le lui donner uniquement pour ça. Il y a même un cadre qui est en train de me faire rire. Il dit, voilà, un corps qui est sans vie, vous nous demandez de le prendre pour épouse. Nous disons non, pour ne jamais évoluer, alors que le but du mariage, c'est de procréer. Je préférais prendre une femme en vie et vivre avec elle pour procréer et remplir la terre. La gouvernance actuelle est mourante. Ils sont sans vie. Comment vous imaginez nous voir, nous, avec eux, pour produire quoi comme résultat? Pour produire quoi comme résultat? Donc, nous ne sommes pas prêts, moi personnellement, je l'ai dit, à adhérer ou à entrer dans cette union dite sacrée ou à soutenir la... Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez partir aux élections en contestant déjà les bureaux de la CENI, en remettant en cause la Cour constitutionnelle? Vous allez partir aux élections dans ces climats? Vous savez, est-ce que nous pouvons aller aux élections dans les contextes où Chiboula Moulma est partout? Chiboula Moulma, ça veut dire quoi encore? Le tribalisme à outrance. Chiboula Moulma a pris la justice. Chiboula Moulma a pris la première institution d'après la démocratie. Chiboula Moulma a pris l'administration publique. Chiboula Moulma a pris la territoriale. Nous sommes où? Nous sommes où? Voilà pourquoi nous insistons et nous maintenons notre position. Il faille que nous puissions nous mettre d'accord. Il faille qu'un consensus soit trouvé sur certains points. N'est-ce pas trop tard? Le train est déjà en marche. Kadima est là, toute son équipe est déjà en place. Vous savez, je ne vois pas comment on va encore
Vous savez, la Mouka y a proposé, c'était au centre CEPAS, que nous pouvons faire ces réformes en moins d'un mois. À moins d'un mois. À moins d'un mois. Chiboula Moulumba, Inanga Junior, c'est un être humain, il n'est pas irremplaçable. Si l'on a remplacé Malonda... Il bénéficie déjà d'un mandat. Un mandat qui lui a été donné par son frère. Non, son frère n'a fait qu'entériner la décision des confessions religieuses. Les 6. Lesquelles? Est-ce que vous êtes ça reste des confessions religieuses? Non. Vous êtes sûr que dans les États sérieux, M. Kamba serait président de cette institution? Ah, pourquoi pas? Lui qui n'a que des églises. Il a le profil, est-ce que c'est question d'avoir... Non. Vous imaginez un peu. 50 églises? Il va gérer l'église catholique qui a plus de 150 paroisses à travers la ville. Et quelqu'un qui n'a que des églises. Nous savons comment ces histoires d'archevêques, archibishops se donnent. Citez-moi 4 églises de M. Kamba à travers la ville. 4 églises. Moi, je connais les Mété et Lemba. Citez-moi 4. Vous comprenez qu'il y a un souci là. Et déjà là, il ne pouvait pas gérer. Est-ce que la loi dit que pour briguer, je ne sais pas moi, la présidence des confessions religieuses, il faut avoir 50 000 églises? Moi, je pose une autre question. Je sais que je ne peux pas poser des questions ici. Est-ce que c'est sérieux qu'une personne qui n'a que des églises puisse gérer ceux qui en ont plus de centaines? Mais il est élu au nom de la plateforme des confessions religieuses. Mais ce n'est pas question d'avoir 50 églises ou 1000. Mais savez-vous pas qu'aujourd'hui, dans cette même composante-là, il y a des présidents? Celui Kafouta n'a jamais été déchu de ses fonctions. Oh, comment vous ça? Voulez qu'on Kafouta a été déçu par, comment il s'appelle encore, c'est vieux. Son église se trouve à la 9e rue. Albert Kankenza, je crois. Qui est Albert Kankenza pour destituer? C'était lui le président de cette histoire des confessions religieuses. Non. Vous savez, l'église des réveils au Congo, je pense. Vous savez, il a été fait mandat, il a organisé des élections et Sonic Kafouta l'a remporté. Mais comme toujours, il aime bien garder la mise. Il est allé prendre son petit pour le mettre là. C'est un débat vieil. Nous ne souhaitons pas y entrer. Mais je pense que c'est indécent de voir quelqu'un qui... Alors revenez sur ma question. Vous continuez de contester la CENI, vous continuez la Cour constitutionnelle. Comment allez-vous partir aux élections avec ces mêmes configurations? La question est en pleine étude. Et nous avons, déjà donné notre réponse. On s'est dit, nous irons aux élections, mais il faudrait que nous ayons ces consensus-là. Nous avons besoin de ces consensus pour la traçabilité et les caractères apaisés des élections. Est-ce que ce n'est pas de la supercherie, ce que vous évoquez? Vous savez, nous ne voulons plus de cette histoire où le président est élu et puis on conteste. Nous n'en voulons pas. Voilà pourquoi nous voulons que les élections soient organisées par une personne qui a obtenu le plus large consensus. Le plus large consensus. Vous n'allez pas me dire que ceux qui sont dans la société civile n'ont pas à proposer pour les élections. Non, ils ont à dire. Vous n'allez pas me dire que Hervé Itoma n'a pas à proposer pour les élections. Il a à dire. Permettez-lui de s'exprimer. Permettez-lui de dire. Permettez-lui de réfléchir à haute voix. Le mal, c'est lequel? La gouvernance actuelle, connaissant ses insuffisances en termes de ressources intellectuelles, il ne veut pas écouter ceux qui en ont en abondance. Pourtant, ceux qui en ont en abondance veulent proposer pour l'intérêt vital de la population et du pays. Est-ce que le pouvoir en place n'a-t-il peut-être pas compris que ce sont des manœuvres dilatoires de votre part? En 2018, vous avez contesté aussi, comment il s'appelle encore, Corneille Nangaa, mais au finish, vous êtes allé aux élections avec la même machine à voter contestée. Et puis, à la fin, c'est Martin Fayoulou qui s'est déclaré président élu. Alors qu'au départ, il a contesté et Corneille Nangaa et la machine à voter. Vous savez, Hervé, la question d'un probable glissement ou d'une ruse n'est pas de notre vocabulaire. Nous parlons élection. La preuve, c'est que nous nous préparons. Sous peu, vous allez entendre, déjà on a annoncé notre candidat président de la République et la plateforme de la Mouka bientôt va se réunir pour annoncer aussi les candidats présidents de la République pour la plateforme. La Mouka est toujours en vie. Mais c'est la vision d'un peuple qui a marre de voir la souffrance, qui en a marre avec la misère. Qui va la détruire? Personne. Donc aujourd'hui, la stratégie idoine et propice pour nous, c'est d'aller vers les élections. Nous les voulons, nous les souhaitons à n'importe quel prix. Mais nous disons, nous ne voulons pas aller vers les élections où les lits est déjà tracés ou taillés pour une personne. Nous n'allons pas faire les garçons de cœur. C'est le même discours que vous avez tenu pour Corneille Nangaa. Je le répète encore. Vous avez tenu ces mêmes discours. Hervé, et après, vous avez revendiqué la victoire. Hervé, du point de vue moral, sentez-vous à l'aise d'avoir un président de la CENI qui appartient à un même coin
et un président de la Cour constitutionnelle qui appartient, s'il vous plaît. On a eu dans ces pays, comment il s'appelle l'accord, il a été en prison dernièrement. Comment Moïmoulunda, il était du Katanga comme Kabila, ça n'a pas posé problème. Est-ce que Kabila était candidat en 2018? Non, je parle de 2011. À l'époque, le président de la Cour constitutionnelle, c'était des grands Katanga. Il s'appelait comme Jérôme Kitoko, je ne sais pas. C'était à la Cour de cassation. À l'époque, on était encore dans les formats Cour suprême. Voilà. Vous allez vraiment comprendre avec moi que la réalité aujourd'hui, c'est que Tibola Moulumba est tribaliste. Tibola Moulumba a les gènes de la division en lui. Tibola Moulumba, c'est un danger pour la vie démocratique d'un pays. Et nous pensons qu'il faille que les réformes soient obtenues, surtout avec le plus large consensus. Alors, au cas où il n'y a pas de réformes, qu'est-ce que vous allez faire? Le peuple va se prendre en charge. Bien évidemment, nous en donner mon entendre. C'est un discours qu'on a toujours entendu. Le peuple va se prendre en charge et puis à la fin, il n'y aura rien. Vous l'avez entendu. Comme le disait Lambert Mende, il y aura un matin puis il y aura un soir. Bon, Lambert Mende est le plus inconstant d'ailleurs de tous. Il ne faut pas donner ces exemples-là parce qu'on ne sait pas savoir s'il est moboutiste, kabiliste ou tshisekidiste. C'est quoi son combat politique? Il milite pourquoi? Il milite pourquoi? Donc moi je pense aujourd'hui que la réalité, c'est que les choses ont changé. Cette population-là qui pouvait facilement accepter que l'on berne sa vision, que l'on berne ses intérêts, n'est plus la même. Et je veux dire, c'est une bonne chose de savoir ce que peut produire les combattants. Cerner et comprendre leur nullité dans la gouvernance pour ne plus leur faire confiance. C'est en fait ça la réalité. Maintenant, on sait ce qu'ils sont capables de produire. On sait ce qu'ils sont capables de faire. Allons sur les élections, vous allez voir. Vous allez voir. Et nous serons heureux de voir leur vie après le pouvoir. Très heureux même. Est-ce que vous n'avez pas peur d'aller aux élections à travers les différents discours développés par l'opposition? Bon, Hervé, déjà les partis politiques de la MOCA ont annoncé leur couleur. Vous avez appris que l'engagement citoyen pour le développement a annoncé au travers de son dernier congrès la candidature de Martin Fayulu, du président élu. Félix Tshisekedi, il s'est prononcé déjà aussi. Il ne faut pas citer ces noms-là, Hervé. Non, mais il s'est prononcé. Il s'est prononcé déjà en faveur de sa propre candidature. Vous savez que lorsque vous citez le nom, les gens se rappellent directement de ces boîtes de tomates qu'ils achetaient déjà 50 fois, qu'ils achètent maintenant à 500. Quand vous citez ces noms, les gens se rappellent immédiatement de ces 1 litre d'essence qu'ils achetaient à 1800, qu'aujourd'hui ils achètent à 3000 ou 2900. La mauvaise gouvernance n'a pas sa place lorsque l'on parle réflexion, lorsqu'on parle vie des nations. Très bien. La gouvernance actuelle est incarnée par une mauvaise gestion qui nous a plongé dans la misère la plus crue qu'on puisse appeler. Et nous pensons, nous, que les changements viendra et viendra que par ceux qui ont les ressources intellectuelles nécessaires pour les faire. Il n'y a pas de ressources intellectuelles actuellement? Dans l'homme, il n'y en a pas. Dans les caches, il n'y en a pas. Vous le pensez? Dans l'Union sacrée non plus. Ah bon? Je l'ai dit avec conviction. Ah, ça c'est quand même grave. Je l'ai dit avec conviction. Tous ces professeurs qui sont dans les institutions ne vous disent absolument rien. Et les pays où aujourd'hui? Qui nous respecte dans le monde? Nous avons parlé 4 fois du haut de la tribune des Nations Unies. Quelles sont ces résolutions qui ont été prises pour demander des sanctions contre le Rwanda? Nous avons nommé l'ambassadeur, on l'a refusé. Vous comprenez un peu? Nous avons, été victimes de pollution de nos eaux par l'Angola. Qui répare? Que je continue? Allez-y. Donc vous comprenez qu'il y a un souci. S'il y avait des ressources nécessaires, on serait vite à la minute sur table. Voilà, le Rwanda et l'Angola polluent notre eau. Faisons un dossier, allons-y nous plaindre. Mais aujourd'hui, on ne s'est pas plaint. Pourtant, on a perdu des poissons. On a perdu des bébés parce que les femmes qui ont bu cette eau-là se sont vues être avortées. Qui a utilisé ces ressources intellectuelles pour obtenir réparation? Très bien, on va boucler. Sans état de siège, nous avons notre Bunagana. Lorsqu'on amène la décision irréfléchie d'état de siège, on perd Bunagana. Qui pouvait, au travers de ces ressources intellectuelles, dire non, état de siège, c'est une décision hasardeuse? Qui pouvait dire qu'il ne fallait pas croire à ces gens qu'on appelle M23? Qui pouvait dire qu'il ne faut pas les inviter ici, il ne faut pas les loger pendant 14 jours? On va terminer l'émission. La conférence épiscopale nationale du Congo sera dans la rue, ou disons les chrétiens catholiques seront dans la rue ce dimanche 4 décembre pour exiger la restauration de la paix dans la partie est du pays et sur l'ensemble du territoire national d'une manière générale. Quelle lecture faites-vous de cette décision? Vous savez, la question de la paix, c'est une question collégiale.
C'est une question qui implique tout le monde. C'est une question dans laquelle tout le monde devait s'investir. Nous soutenons, nous encourageons nos prélats de l'Église pour cette belle initiative et opportunité offerte à tous les chrétiens du monde de pouvoir bien se joindre pour marcher. Parce qu'il faut le dire, depuis cette histoire de l'occupation de Bunagana, j'attends de voir tous ces bouchards de l'Union sacrée qui parlent appeler à la manifestation aussi. Notamment l'RCG qui n'apprend qu'avec du matériel didactique. Je les attends appeler à manifestation aussi. Personne ne le fait. Et si l'Église pense que pour l'intérêt de sa population, il faille appeler à manifestation, pour l'intérêt de son peuple, il faille marcher, nous allons les accompagner. Et moi, je confirme ma participation à cette manifestation. Est-ce que la marche suffit pour résoudre ces conflits? Au niveau politique, au niveau militaire, au niveau diplomatique, qu'est-ce qui doit être fait? Vous savez, qu'est-ce qui doit accompagner tous ces mouvements de marche? Chacun devrait jouer sa partition. L'Église, bien évidemment, n'a que le pouvoir de marcher. Exact. Et de prêcher à la discipline à sa population, de prêcher l'aide. Aide celui qui est dans la difficulté, donne de l'eau s'il faut donner, paye l'impôt pour qu'on puisse donner l'argent aux militaires. Mais il faille que la gouvernance s'assume, que la gouvernance pose des actes à même de répondre à son obligation constitutionnelle. Les réformes, ce n'est pas l'Église catholique qui va l'amener, surtout pas dans l'armée, parce que l'Église est la politique. Mais c'est la gouvernance qui doit l'amener. La question de l'accroissement de motivation et primes des militaires, ce n'est pas l'Église, c'est la gouvernance. La question de l'acquisition des tenues, armements et équipements, ce n'est pas l'Église, c'est la gouvernance. Donc nous pensons que l'Église joue sa partition à ses moyens et à ses limites. Et il faille maintenant que la gouvernance également joue son rôle conformément à la Constitution et à ses moyens, à ses obligations. Qu'est-ce qui va changer après cette marche? Vous savez, ce qu'il faut rappeler, ce n'est pas une première marche qui sera organisée. Vous savez, pour l'Église catholique, en tout cas, c'est la première, pour ces contextes. Vous savez, l'Église a toujours été propulseur de changement. L'Église a toujours été les jalons ou la clé de voûte pour une situation inattendue. Moi, je pense qu'au travers le monde, voir que les prélats en soutane ont marché pour soutenir les FARDC, même ces militaires qui se retrouvent au front, il bénira l'Éternel. Si les prêtres marchent pour moi, ça veut dire qu'ils prient pour moi. Et ce serait une ouf de soulagement ou même une motivation de plus pour nos hommes. Et je pense que du point de vue diplomatique, ce sera une sonnette d'alarme. Pour que finalement, considérant le fait que la diplomatie à l'Angelica de M. Antoine a échoué, il faille écouter les sons de l'Église qui vit au quotidien avec la population, qui reçoit et qui connaît ses souffrances. Très bien. Vous allez marcher à Kinshasa et à travers le pays pendant ce temps. À Nairobi, c'est les débuts déjà du dialogue intercongolais qui a repris. Au niveau des Luanda, je crois, tout a été déjà bouclé. Que faut-il encore attendre de tous ces dialogues, de toutes ces négociations, table ronde et consorts? Je parlais d'un dialogue entre Congolais qui va se faire en Nairobi, au Kenya. Est-ce que nous sommes sérieux? Les Congolais qui ont un pays vaste, avec plus de 2 345 000 km, mais qui vont aller négocier en dehors du territoire, chez autrui, pour leurs problèmes. Est-ce qu'on est sérieux? Et Nairobi, je crois que c'est Nairobi 3 ou 4. Nous avons eu Nairobi 1, Nairobi 2, et nous sommes en Nairobi 3 ou 4, je ne sais pas, je ne sais plus. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Si et seulement si la voie diplomatique a échoué. M. Antoine l'a reconnu, il dit le manque de sincérité de mes interlocuteurs. Qu'est-ce qui te reste à faire? C'est l'option militaire. Parce que la diplomatie a échoué et tu l'as confessé de ta bouche. Les forces de l'EAC sont déjà sur place. Au nombre de combien? Ils sont moins de 5 000, vous savez. Mais nous avons une armée qui a plus de 120 000 hommes. La garde républicaine en elle, c'est a plus de 30 000 hommes. Et est-ce que nous sommes sérieux? Les Kenyans nous envoient 903 hommes. L'Ouganda envoie 1000. Je crois que le Sud-Soudan parlait de 500, il semblerait. Ils ne sont pas plus de 5000. Mais nous avons ici une unité qui protège la première institution du pays qui a plus de 30 000 hommes.
Est-ce que c'est un problème d'équipement, c'est un problème de logistique? Est-ce que les militaires qui viendront ici ou les militaires qui seront déployés ici dans les cadres de l'EAC sont-ils plus équipés que les nôtres ou sont-ils mieux formés et mieux outillés que les FARDC? Vous savez, le problème, c'est la façon dont on sous-estime nos héros, en fait. Parce qu'aujourd'hui, dans le classement mondial, la RDC est devant tous ces 6 États. Le Kenya vient après nous comme deuxième État. Parce que lorsqu'on fait ces classements-là, on tient compte, de l'équipement, de la qualité d'hommes et du nombre d'hommes. Vous imaginez un peu. Le pays comme le Rwanda, qui pour son ensemble a, je crois, 23 millions d'hommes. 23 000. 23 000. Non, 23 millions d'hommes, la population. Ok. 23 millions. Alors que nous avons plus de 100 millions d'habitants. Donc si aujourd'hui on décidait de prendre 10 millions seulement de nos populations, on les équipe, et on va faire la guerre, est-ce que le Rwanda va résister? Mais les citoyens, Antoine et son Chibola Mulumbai, n'ont pas cette réflexion, n'ont pas ces notions avec eux. Parce qu'aujourd'hui, faire la guerre reste, à mon humble avis, notre ultime solution. Parce que nous avons demandé qu'ils quittent leur position vendredi 18h. Est-ce qu'ils ont quitté? Un cessez-le-feu, est-ce qu'ils ont obéi? Qu'est-ce qu'il nous restera à faire de plus si ce n'est qu'ils frapper? Déjà, avec l'élan de frappe que nous avons imprimé il y a quelques jours, il y a eu atténuation. Les lignes ont bougé. Pourquoi ne pas continuer sur cet élan-là? La communauté africaine, ils viennent d'après leur propre résolution. Ils vont installer la zone tampon. Ça veut dire battez-vous, mais ne dépassez pas telle limite. En réalité, ils ne vont pas combattre sur le terrain. S'ils doivent combattre, il faudrait que les chefs d'État se réunissent à nouveau. Est-ce qu'on est sérieux? Et oui, qui prend en charge tous ces éléments? Est-ce que c'est le gouvernement congolais? Est-ce que c'est l'EAC comme organisation sous-régionale? Une question qui n'a pas de réponse. La deuxième question, ils sont là pour quelle durée? Une deuxième question qui n'a pas de réponse. Troisièmement, qui prendra en charge tous ceux qui perdront leur vie ici? Une question qui n'a pas de réponse. Ça, c'est seulement la Talibanie ou nos amis délimités qui peuvent nous produire ce genre de gestion. Très bien, on a terminé l'émission. La caméra est là devant vous. Votre dernier message au public et on va se séparer. Merci à vous de l'invitation. Merci également à la grande équipe, grâce au concours duquel nous avons pu parvenir aux différents ménages de nos compatriotes. Vous savez, le Congo a besoin de nous. Le Congo a besoin de nous parce que nous n'avons que ça comme patrie. Les citoyens Antoine a des enfants qui ne sont pas congolais. Oui, de par la nationalité. Ils n'ont plus la nationalité congolaise. Mais vous et moi avons que la nationalité congolaise. Battons-nous pour ces pays. C'est le nôtre. Merci, cher Hervé. Merci, Jonathan Mbele. Merci également de votre disponibilité. Je vous en prie. Fin de cette émission. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.